À l'occasion de ce 5e entretien, l'école de droit d'Orléans vient à la rencontre de Pierre Alleran. Pierre Alleran est professeur d'histoire du droit. Il est aussi secrétaire général du comité d'histoire parlementaire et politique, ainsi qu'analyste électoral sur France Bleu et France 3. Il est président du Cercle Jean Zay et vice-président du Conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire. Pierre Alleran, pourquoi ce choix de devenir universitaire et donc d'enseigner, de mener des recherches en histoire du droit? C'est sûrement la question la plus difficile. On commence la première et la plus difficile. Est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce qu'on choisit vraiment son orientation, d'abord les diplômes que l'on suit, puis l'orientation professionnelle? Alors oui, on fait au moins des choix par défaut. Comment le dire? J'ai mis de la cohérence dans mes choix, mais a posteriori. C'est-à-dire que ça n'était pas du tout une vocation pour moi, contrairement à certains collègues, de devenir universitaire. Pour le dire autrement, je n'ai pas eu un parcours linéaire, comme beaucoup d'enseignants-chercheurs, qui sont, il faut bien le dire, d'anciens très bons élèves. Ça n'était pas mon cas. J'étais plutôt très dissipé, plutôt un adolescent, un lycéen, un collégien en révolte. J'étais plus passionné par le sport, voire par la musique, un groupe de rock dans lequel j'étais chanteur. C'est pour ça que ma voix est un petit peu cassée, que par les études. Mais j'ai découvert, au fur et à mesure, en quelque sorte, en particulier au lycée, une passion pour la littérature d'abord, pour les romans du 19e siècle, où l'histoire compte beaucoup, si on dit voilà, Stendhal, Balzac, Zola, Flaubert, voilà, Céline, plus tard, Proust. Bon. Et puis, une révélation quand même grâce à un professeur, comme souvent, c'est très lié, on le sait, il y a beaucoup de... je n'en serais pas là, il y a une série dans Le Monde, je n'en serais pas là si je n'avais pas rencontré tel ou tel professeur. Bon, je ne vais pas me comparer à Albert Camus, évidemment, mais c'est vrai qu'en seconde, j'ai eu un professeur d'histoire-géographie, et surtout de géographie, qui était absolument remarquable, qui était jeune, contrairement à beaucoup de professeurs que j'avais au lycée Potier d'Orléans, qui était un peu un lycée de fin de carrière pour les collègues, et qui m'a vraiment passionné. Mais il aurait pu me faire apprendre le bottin, l'annuaire du téléphone. Je pense qu'il aurait été passionnant aussi, puisqu'il m'a même fait aimer la géomorphologie, que j'ai détesté plus tard. Donc vraiment tout passé avec lui, et c'est vrai que c'est le premier qui m'a fait comprendre que j'aimais analyser, j'aimais comprendre le fonctionnement de la société, les rapports entre les classes sociales, l'évolution historique, etc. Et puis les sciences politiques en quelque sorte. Et puis ensuite, lié à mes passions aussi, à ma passion pour le sport. Alors j'étais passionné de sport, mais j'étais mauvais. Donc, puisque j'étais obèse, étant petit, étant jeune, donc je ne pouvais pas évidemment faire une grande carrière sportive. Donc j'ai en quelque sorte sublimé cette passion du sport en me disant, je serai journaliste sportif, vaille que vaille. Il suffit de voir les journalistes sportifs, se dire, bon, il n'y a pas besoin de beaucoup de qualités physiques, voire intellectuelles parfois. Non, je blague. Et donc, j'étais passionné d'à peu près tous les sports, le football, le rugby, le cyclisme, le tennis ensuite, et donc cette passion pour l'écriture. J'écrivais sur les événements sportifs. Et puis ensuite, et j'en viens vraiment au fond de votre question, le choix, comme souvent, c'est fait par élimination directe en quelque sorte. C'est-à-dire que il y avait plusieurs professions qui m'auraient intéressé. Comme souvent, quand on est collégien ou lycéen, on en connaît assez peu en fait, à part ce que font vos parents ou les amis des parents ou des professions très concrètes comme le boulanger, le boucher, etc. Alors non, c'était pas ma vocation d'être boulanger ou d'être boucher, même si j'aime bien la gastronomie. Mon père était médecin et j'aurais bien aimé être pédiatre. Je pense que vraiment ça m'aurait passionné, mais les études de médecine m'ont vraiment rebuté à l'avance. J'étais en terminale scientifique, donc je pouvais tout à fait envisager cela, mais on savait déjà que la première année de médecine, c'était vraiment du bourrage de crâne, des QCM, la compétition à outrance, etc. Donc bon, en terminale, j'ai renoncé à cela. J'ai pensé un moment faire instituteur, comme on disait à l'époque, professeur d'école. Voilà, pédiatrie, instituteur, c'est quand même pas si loin, l'intérêt pour l'enfant. Et puis, là aussi, encore une rencontre avec une enseignante d'histoire qui m'a dit, mais quand même, en histoire, t'es vraiment bon, tu devrais passer Sciences Po.
Voilà. Je n'avais pas trop entendu parler, ce qui est étonnant d'ailleurs, puisque plusieurs membres de ma famille avaient fait Sciences Po, mais je ne l'ignorais à l'époque. Hein. Mon oncle en particulier, des arrière-grands-parents. Bon. Bah voilà, pendant les vacances qui ont suivi le bac, il y a quelques décennies, au XXe siècle, il y a 40 ans, j'ai passé le concours de Sciences Po Paris, je l'ai eu, donc je suis allé à Sciences Po. Et effectivement, dans les choix, et c'était pas la question universitaire qui m'intéressait, c'était plutôt la politique et l'administration, mais il y a un lien évidemment, hein. Donc, mais pas pour l'enseigner au départ. Du côté de ma mère, hein, c'est une famille de hauts fonctionnaires, hein, de préfets en particulier, une lignée de préfets, et donc ça m'aurait beaucoup plu. Mais la passion de l'histoire a pris le dessus, donc j'ai passé le CAPES, puis l'agrégation d'histoire, et j'ai enseigné 10 ans en lycée où j'étais très heureux, un lycée Voltaire à la source, un lycée très diversifié dans sa population, et ça fonctionnait très bien, ça me plaisait beaucoup. C'était pas un lycée de centre-ville très favorisé, et il y avait aussi des équipes enseignantes très dynamiques, un peu comme en région parisienne, si vous voulez, avec la plupart des profs étaient jeunes aussi, sortaient du concours, donc il y avait vraiment une ambiance extraordinaire. J'y suis resté 10 ans, je me suis pas du tout ennuyé, mais j'avais pas envie d'y faire toute ma vie professionnelle, hein, je sais pas, j'avais l'idée que si j'ai passé 40 ans, je finirais comme certains collègues, hein, comme dans toutes les professions, un peu aigris, un peu, voilà, disant le niveau baisse, les élèves sont nuls, etc. Enfin, ce qu'on entend depuis l'Antiquité gréco-romaine. Hein. Et donc, j'étais à un tournant au bout de 10 ans de carrière, j'avais 35 ans à peu près. Et j'envisageais plusieurs choix, effectivement, soit de lier l'administration justement à ma profession, c'est-à-dire d'être proviseur par exemple hein, d'un lycée, soit de passer le concours de l'ENA interne, puisque j'avais gardé cette idée et ce goût pour l'administration, soit, et ça j'y avais pas pensé, soit d'enseigner dans une classe préparatoire, ce qui est un peu différent, hein, aux grandes écoles. Et puis, j'enseignais déjà, en fait, comme vacataire à la faculté d'histoire, enfin à la faculté de lettres et à la faculté de droit. Je faisais des cours d'histoire contemporaine. Et à la fin d'un cours, le doyen de l'époque, Michel Pertuis, qui est devenu un ami ensuite et mon directeur de thèse, est venu me voir en me disant, bon, alors il m'impressionnait beaucoup, hein, Michel Pertuis, comme il a impressionné beaucoup de gens, et intellectuellement, physiquement, par sa prestance, hein, il m'a dit, bon, vous feriez bien une thèse avec moi. Alors voilà, j'avais pas du tout pensé à ça. En fait, je me pensais pas du tout chercheur. Voilà, pour répondre vraiment à votre question, j'aimais beaucoup enseigner, j'aime beaucoup cette séduction, ce discours aussi, et puis cette transmission hein, à des jeunes. Vraiment, j'aimais beaucoup ça en lycée. J'avais d'excellentes classes, ça passait très bien. Et voilà, cette idée de recherche. Donc on discute avec Michel Pertuis, comme on fait toujours en début de thèse, sur un sujet. Hein. Alors je n'avais pas compris au départ que Michel Pertuis, avec son exigence, il avait raison d'ailleurs, voulait pour assurer ma qualification hein, aux fonctions de maître de conférence, hein, que je reprenne des études de droit à la base, c'est-à-dire en deuxième année, hein, quand même accordé la première année en équivalence. Et donc, je faisais des cours, hein, comme prac, comme on dit, comme professeur agrégé du secondaire recruté à l'université. Et puis, je passais dans l'amphithéâtre, mais du côté des étudiants, en quelque sorte. Bon, ça ne mettait pas forcément mes collègues très, très à l'aise, et on le comprend bien. Et donc, on a discuté très vite d'un sujet, et c'est là qu'on retrouve l'idée du choix, hein, qui est à la base de votre question. Est-ce que c'est vraiment un choix ou est-ce qu'on est choisi par son sujet et donc, avec Michel Pertuis avait une idée très précise, comme toujours, et il me dit, il faudrait que tu travailles sur les municipalités. Je dis oui, ça m'intéresserait, pourquoi pas, dans la région Centre-Val de Loire, qui est, enfin, centre, comme on disait à l'époque, on disait la Loire moyenne. Bon. Et je dis, ah, moi, ce qui m'intéresse quand même de famille, ça, c'est les préfets. Il me dit, qu'à cela ne tienne, le lien, effectivement, de tutelle administrative hein, entre les préfets et les municipalités, et on se met d'accord que, finalement, on devrait mettre la focale sur quelque chose qui est vraiment méconnu, des juristes comme des historiens d'ailleurs, la fonction de sous-préfet. Puisqu'on trouve dans tous les manuels d'histoire ou de droit que ça ne sert à rien. On ne sait pas pourquoi, ça a été créé en 1800 par Napoléon, et vraiment ça ne sert à rien, même c'est parfois dangereux pour la démocratie, mais on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui, ou presque. Bon. Et donc on se met d'accord là-dessus, et en début de thèse, on commençait à l'époque, moi j'étais vraiment novice sur Internet, hein, et donc je tape sous-préfet.
pour voir si le sujet avait déjà été pris. Et donc il y a une seule occurrence qui sort, hein, dans un Sudoc-thèse, etc. Donc une thèse soutenue en 1902 à la Sorbonne, donc exactement 100 ans avant que je me lance dans mon sujet de thèse. Je me dis, bon, c'est bon, voilà, surtout les thèses d'il y a 100 ans, elles étaient très différentes. Et je regarde le nom donc, du docteur, qui s'appelle Albert Bluzet. Et ma mère, d'ailleurs, est décédée peu de temps après, mais je reviens, je vais la voir. Je lui dis, ah bah, tiens, je vais commencer une thèse, etc. Mais c'est bizarre, le nom me dit quelque chose. Est-ce que ça te dit quelque chose? Et évidemment, elle éclate de rire. Et elle dit, bah, bien sûr, c'est le nom de ma grand-mère et c'était son frère. Voilà. Et donc, j'ai fait, à 100 ans de distance, le même sujet de thèse, quasiment. Il avait fait les attributions des sous-préfets. Moi, je fais donc les relations entre municipalités et corps préfectoral, mais en insistant sur le sous-préfet. Donc, le même sujet que mon arrière-grand-oncle. Donc c'est quand même étonnant, sans le savoir vraiment, hein, puisque Michel Pertuis évidemment ne le savait pas, et moi non plus. Donc c'est vrai qu'il y a un côté égo-histoire, et après, mon oncle maternel, qui était encore en vie aussi à ce moment-là, et duquel j'étais très proche, qui avait fait Sciences Po comme moi, etc., et du droit et de l'histoire, m'a envoyé, vous savez, des vieux diplômes, qui sont souvent très beaux d'ailleurs, hein, signés de la main du ministre, etc., et des diplômes en droit. Mais enfin, si je dis une quinzaine, vraiment, ça n'est pas de l'exagération, hein, et d'ancêtres. J'ai même retrouvé un historien du droit à la Sorbonne, hein, qui était voilà, un arrière-grand-oncle aussi. Donc bref, ça pose question vraiment, on se dit, mais est-ce que c'est moi qui choisis ou est-ce que je suis choisi par mon sujet? Mais en tout cas, je suis très heureux de ce choix ou de ce non-choix. Merci pour ce partage. Merci pour cette émergence de sens a posteriori. Et puis, puisque vous avez évoqué votre goût pour la littérature, pour l'histoire, eh bien, effectivement, vous avez coécrit plusieurs ouvrages relatifs à l'histoire sociale au XIXe siècle, notamment sur l'ascension d'une lignée bourgeoise à travers les lettres de femmes, la guerre franco-prussienne de 1870, la société américaine vue à travers le regard des avocats Marcel Joson et Alexandre Ribot, qui créeront la Société de législation comparée. Vous vous intéressez également au XXe siècle et donc à la correspondance de deux frères aviateurs pendant la Grande Guerre, à de grands hommes désormais panthéonisés, l'écrivain et poète Maurice Genevoix et à l'avocat, homme politique Jean Zay. Vous étudiez l'année indécise que fut le moment 1940. Et enfin, la relation singulière que le Centre Val-de-Loire entretient avec les mémoires des guerres, ainsi que le patrimoine du Val-de-Loire, ont également retenu votre attention. Alors pourquoi cet intérêt pour ces périodes de l'histoire, pour le Centre Val-de-Loire précisément? Pourquoi ce travail de mémoire? Vaste question. Je parlais tout à l'heure avec mon sujet de thèse, hein, j'évoquais avec vous l'égo-histoire, comme on dit depuis une trentaine d'années. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, tout choix de sujet, avec une mise à distance bien sûr, hein, mais est lié évidemment à ses propres questionnements. On sait bien que chaque période réinterroge, c'est pour ça que l'histoire n'est jamais terminée, réinterroge différemment les périodes du passé. On pourrait dire, ben voilà, je sais pas, Napoléon ou les préfets, bon, ben, ils existent. Sur les préfets de 1800, on ne va pas dire de choses différentes. Mais si, parce que on va réinterroger avec le regard sur les réformes actuelles, par exemple. Hein. Donc, il y a toujours un regard, en quelque sorte, d'histoire immédiate, mais sur les faits du passé. Et, alors, je dois être très égocentrique, hein, mais, ou en tout cas, familialo-centrique, hein, je ne sais pas si ça se dit. Comment dire, je fais peu de partage entre ma vie privée, ma vie familiale et mon travail et mes sujets de recherche. Alors là, c'est pareil, hein, c'est une reconstruction, bien sûr. Hein. Je ne vous aurais sûrement pas dit ça il y a 20 ans. Au contraire, et c'est peut-être un peu une réponse à votre question, je vous disais que mon grand-père maternel était préfet, donc dans les années 1930, du temps de Jean Zay, justement, hein, à Orléans. Donc il a connu Jean Zay, ma mère, petite fille, l'a connu, m'en a parlé. Mais justement, j'avais un peu peur à ce moment-là, quand on a une trentaine d'années, on marche un petit peu sur des œufs sur son histoire familiale, qui peut être aussi douloureuse ou qui peut faire peur. Et donc, j'ai pris du recul, c'est-à-dire, je suis plutôt, comme vous l'avez très bien souligné, parti sur le 19e siècle, plutôt que sur le 20e, qui pourtant me passionnait presque davantage. Bon. Donc, les sujets, ils sont très liés aussi pour un historien aux sources
qu'ils trouvent. Sources archivistiques, bien sûr, hein, les archives publiques, comme on dit, c'est-à-dire les documents officiels, un peu comme un juriste d'ailleurs, hein, et bien sûr, les lois, les débats parlementaires qui montrent l'exposé des motifs et voilà ce qui a motivé le législateur, mais aussi les décrets, les arrêtés, les circulaires, hein, pour un préfet, bien sûr, tous les actes administratifs d'un maire, etc. Donc c'est ce que j'avais fait pendant ma thèse. L'aspect public, donc pour être très concret, aux archives nationales, à Paris, à l'époque dans le Marais, maintenant c'est en Seine-Saint-Denis, c'est un peu plus difficile d'accès pour les pauvres provinciaux et pour les étrangers aussi. Bon, il faut rajouter 1 heure de métro, mais ça c'est un détail matériel. Et puis aux archives départementales, et là encore mon directeur de thèse avait été de très bons conseils, puisque j'enseignais à l'époque dans nos antennes, on va en reparler à la fin je pense, de Bourges et de Châteauroux, et donc je faisais 3 heures de cours par exemple le matin, et j'en profitais l'après-midi pour aller aux archives départementales de l'Indre ou du Cher, puis évidemment aux archives du Loiret, mais on sait qu'Orléans a beaucoup souffert en 1940-1944, a été presque totalement détruite et le fond des archives a brûlé, donc il manquait beaucoup de choses, ce qui explique que pour compléter, j'ai dû aller aux archives nationales, hein, puisque par définition un préfet, il rend des rapports réguliers au ministre de l'Intérieur, place Beauvau, et donc vous avez ce qu'on appelle la correspondance active, la correspondance passive. La lettre qui est envoyée par le préfet, elle est conservée à la préfecture et donc ensuite aux archives départementales du Loiret, par exemple, hein, pour le préfet du Loiret, et puis à Paris, évidemment, pour le ministère de l'Intérieur. Donc, j'ai travaillé d'abord sur des archives publiques. Et ensuite, et c'est là qu'on retrouve ce que le grand historien et grand résistant Marc Bloch, hein, est victime du régime de Vichy, comme Jean Zay, hein, assassiné après la Libération, hein, appelait le fait que l'historien flaire la chair humaine, c'est-à-dire il cherche la vie, hein, derrière les documents, parce qu'un document d'archives, c'est pas forcément très très vivant, surtout les archives publiques. Et moi, ce qui m'a passionné après ma thèse, plutôt donc pour préparer l'habilitation à diriger des recherches, c'est de passer de l'autre côté du miroir. Je m'explique, je ne me prends pas pour Alice, même si parfois je suis en retard et je ne cours pas derrière des petits lapins blancs. Derrière le miroir, pourquoi? De l'autre côté du miroir, du côté du privé, du côté de ce que les historiens appellent le fort privé, c'est-à-dire les livres de comptes, les carnets de voyage, les carnets de guerre, la correspondance familiale, conjugale, d'un parent avec ses enfants, etc. Et là, j'ai vraiment découvert un autre monde. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les deux côtés pour Proust, hein, le côté de Guermantes et le côté de Combray, hein, et qui se rejoignent à un moment, à sa grande surprise. C'est ça, en fait. Un préfet au XIXe siècle qui écrit à sa femme ou qui écrit à ses parents, il parle de son activité. Beaucoup. Alors, un préfet, mais aussi, et là j'ai un peu diversifié, parce que faire pendant 40 ans les mêmes recherches, je pense que ça doit être très, très fatigant. Bien sûr, il faut un domaine d'expertise, hein, mais j'ai voulu diversifier pour mon habilitation, et donc j'ai étendu à l'ensemble des élites politiques et administratives, donc bien sûr les préfets et les maires, mais aussi les députés et les sénateurs, hein, les parlementaires, les petits notables territoriaux, hein, donc conseillers généraux, départementaux, on dirait aujourd'hui, conseillers d'arrondissement, donc encore plus petits dans les sous-préfectures, hein, jusqu'en 1940, conseillers régionaux ensuite, mais aussi les fonctionnaires de l'État. Ce qui m'a intéressé, c'est que le préfet est vraiment le fonctionnaire politique, hein, par essence, qui applique les ordres du gouvernement, et son grand rival, pas adversaire, mais il y a quand même une compétition entre les deux. En province, c'est l'ingénieur des ponts et chaussées. Hein, l'ingénieur des travaux publics, comme on dit. Parce que lui, c'est le haut fonctionnaire technique qui bâtit, qui met en place. Et, comment dire, il y a un peu de rivalité et voire un mépris réciproque entre les deux. Hein, ils ne dépendent pas du même ministère, en tout cas au XIXe siècle, ça change. Au départ, les ingénieurs dépendent du ministère de l'Intérieur, mais ensuite des travaux publics. Et il se trouve que j'ai eu encore une fois de la chance, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, et en particulier professionnelle, et j'ai eu accès à des archives extraordinaires, et surtout ce que les historiens appellent des archives continues. J'ai un grand ami qui enseigne à la fac de lettres en histoire moderne, Gaël Rideau, qui m'a dit « mais tu as eu une chance extraordinaire parce que j'ai eu accès, et je vais vous expliquer comment très rapidement, à une correspondance et à des archives privées continues
sans trou, en quelque sorte chronologique, de l'Ancien Régime, pratiquement, en tout cas vraiment continu de Napoléon, jusqu'à l'entre-deux-guerres, disons, hein, et en tout cas avec la Grande Guerre. Alors comment cela? Toujours un peu par hasard, même s'il n'y a pas vraiment de hasard. Ça rejoint votre question du choix tout à l'heure. Bon, je suis de la famille d'un grand historien qui s'appelle Jean-Noël Jeannet, hein, qui est aussi un grand animateur sur France Culture, hein, de Concordance des temps, et donc qui est mon cousin issu de Germain. Pour le dire autrement, hein, son père, Jean-Marcel Jeannet, qui était ministre du général de Gaulle, était le cousin germain de ma mère. Et j'allais le voir à la fin de sa vie, entre 2005 et 2010. Il est mort à 100 ans. Et j'étais fasciné, évidemment, parce que il me racontait les conseils des ministres avec le général de Gaulle. Il avait connu Clémenceau. Son père avait été ministre de Clémenceau et de Gaulle. Ce vieil homme avec qui je parlais en 2010, donc mes enfants étaient petits à ce moment-là, pour la plupart en tout cas, il me parlait de 1918. Pendant la Grande Guerre, il me disait, quand je faisais mes devoirs, quand j'étais donc dans les premières années où j'apprenais à écrire, à compter, etc., eh bien, il y avait la grosse Bertha qui bombardait Paris, je m'en souviens, en 2010. Donc il me racontait 1918. Et pour un historien, c'est formidable de sentir, de peser en quelque sorte le temps et de voir qu'un siècle, ça n'est pas beaucoup finalement. Parce que ce vieil homme qui me parlait en 2010, et moi je racontais ça à mon dernier fils né en 2004, eh bien, il avait très bien connu mon arrière-grand-père, pour lui son grand-père, ingénieur des ponts et chaussées, nous y voilà, qui était né en 1839. Donc en fait, 2 siècles se donnaient la main. 1839, à travers son récit et les archives privées. Et donc, par une grande générosité, ce vieil homme, presque centenaire, m'a donné ses archives familiales, donc étaient aussi les miennes en quelque sorte, hein, indirectement, et accès ainsi par la correspondance, par les carnets de guerre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de 1870, parce que cet ingénieur des ponts et chaussées s'était engagé volontaire dans l'armée de Bourbaki, comme on dit, c'est l'armée républicaine pour combattre les Prussiens. J'ai eu accès à un monde extraordinaire, et effectivement, ces élites à l'époque sont un milieu relativement étroit, hein, parce que ce sont des élites récentes, hein, enfin, celles que j'ai étudiées en tout cas, républicaines, hein, alors qu'il y a des élites évidemment aristocratiques, nobiliaires, etc., mais qui sont plutôt monarchistes, et on trouve à peu près toujours les mêmes professions, c'est-à-dire des ingénieurs des ponts et chaussées, hein, X-Pont comme on dit, hein, polytechnique, voilà, des lignées de polytechniciens, et puis des avocats au conseil, connaissent bien les juristes. Hein. Donc son frère était avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Paul Joson, qui a créé avec Alexandre Ribot la Société de législation comparée, en 1869 à Paris, juste en face de Sciences Po, créée en 1872. Et puis des médecins, bien sûr, voilà, parce que les professions bourgeoises, c'est relativement limité. Et ces récits sont d'autant plus formidables, et ça c'est une autre question, mais je suis trop long parce que ça me passionne, révèlent aussi le monde inconnu de l'époque, c'est-à-dire les femmes et les enfants. 2 exemples, vous l'avez évoqué, hein, pour les femmes, j'ai eu accès à une correspondance de femmes. Alors, Jean-Marcel Jeannet, donc je l'ai dit, qui m'a ouvert ce monde, est mort en 2010. J'étais très triste, même si évidemment, quelqu'un de 100 ans, je m'attendais à son décès. Et dans les archives qu'il m'avait données, je retrouve une lettre relativement récente d'un autre cousin. Bon, je la regarde, puisqu'il me l'avait donnée, c'était volontaire, et c'était une sorte de signe, je l'ai regardé peut-être 6 mois ou presque 1 an après sa mort. Je n'ai pas tout de suite regardé, le temps du deuil en quelque sorte. Et cet autre cousin qui le contactait, qui habitait Paris aussi, lui disait qu'il avait beaucoup également de ressources, de fonds familiaux, de correspondance, etc. Et je me dis, bon, il faut que je me dépêche, je vais le contacter, ça doit être un très vieux monsieur lui aussi s'il est encore en vie. Et en fait, heureusement, il était beaucoup plus jeune, 70 ans, et je l'ai contacté, c'est un ingénieur du BRGM, donc là aussi le monde des ingénieurs, très sympathique, on a tout de suite eu beaucoup de choses à dire, et il me dit, ça va t'intéresser, toi qui es historien, j'ai effectivement une correspondance familiale qui s'étale depuis le XVIIIe siècle. Et donc,
pour moi, c'est une famille très éloignée, ce qui me rendait d'ailleurs plus libre en quelque sorte hein, de faire mon travail d'historien, mais ça a été extraordinaire. Il avait en particulier un aïeul dans le Morvan, hein, donc vers Autun, exactement à Étang-sur-Arroux, qui était un médecin des Lumières. Un passionné pour vous donner un exemple, hein, il s'appelle Jean-Baptiste, il se fait appeler Jean-Jacques, parce qu'il est passionné Jean-Jacques Rousseau, etc. Et sa correspondance avec sa femme est absolument magnifique. Il suit la Grande Armée, en fait, donc à travers toute l'Europe. Juste après la bataille, donc d'Austerlitz à la guerre d'Espagne et jusqu'à la Bérésina où il est blessé, etc. Il est fait prisonnier, il reste 2 ans dans un camp en Russie. Imaginez, entre 1813 et 1815, il en ressort, il revient, il retrouve sa famille, il repart ensuite en Espagne en 1823, etc. Extraordinaire. Et juste un mot sur les femmes, parce que c'est certainement l'aspect le plus intéressant. Je dis à ce cousin, mais cette correspondance, elle est vraiment extraordinaire, il faut qu'on la publie. On l'a publiée, donc, hein, un médecin dans le sillage de la Grande Armée. Et je lui dis, mais évidemment, tu n'as pas les lettres de sa femme, parce que, il faut imaginer, l'Europe napoléonienne. Donc, ce médecin qui va partout à travers les carnages des guerres napoléoniennes, 1 million de morts pour la France, hein, sur 30 millions d'habitants, c'est pire que la Première Guerre mondiale. Bon, en particulier quand il décrit la situation en Espagne, il dit c'est une corrida humaine. Corrida humaine. Et il décrit des scènes qui, moi, à l'époque en tout cas, me faisaient penser au Rwanda ou à l'ex-Yougoslavie, hein, à des guerres civiles absolument terribles, ou à la guerre d'Espagne hein, des années 30, c'est-à-dire des massacres d'enfants, de femmes enceintes, de vieillards. Donc les populations civiles absolument pas préservées. Bon. Et je lui dis donc, tu n'as pas les lettres de la femme, puisque la femme, évidemment, elle était à Autun et elle était restée chez elle, elle s'occupait du domaine, elle était relativement libre, et elle s'occupait des enfants, et évidemment, ces lettres, il les conservait sur lui à travers l'Europe. Elles ont dû être perdues. Il est resté 2 ans captif, je rappelle. Il me dit, mais non, je les ai là, je les ai toutes. À 1 ou 2 exceptions près, parce qu'il y avait l'habitude à l'époque, pour justement s'assurer que la correspondance était bien distribuée, de numéroter les lettres. Ma lettre numéro 1 du temps janvier 1803, etc. Et donc, il en manque 1 ou 2 sur des centaines. Bon. Et elles arrivaient très vite, en général en 1 semaine, 10 jours. Moscou, Cadix, etc. Bon. Et ces lettres de femmes, elles sont extraordinaires. Alors, mon cousin, qui n'est pas historien, me disait « mais elles sont moins intéressantes ». Je lui dis « mais non, au contraire ». Parce qu'évidemment, elles ne racontent pas des grands événements historiques, comme Austerlitz ou la bataille de la Moskova. Mais elle raconte la vie quotidienne sur place. Exemple, et qui vient rebattre beaucoup d'idées reçues du genre, on a découvert avec Françoise Dolto que les enfants c'est intéressant et que l'enfant est une personne. Mais pas du tout. En 1805 ou 10, la femme, elle décrit précisément, tiens, la petite Madeleine vient de dire ses premiers mots et elle retranscrit les mots. Elle vient de faire tel geste. Elle a ce sourire, tu lui manques, etc. Les sentiments exprimés aussi. C'est absolument extraordinaire. Et donc, on a publié en regard, ce qui était beaucoup plus intéressant, les lettres du médecin et les lettres de sa femme. Et avec, pour moi, la grande interrogation sur les femmes tout au long du XIXe siècle, c'est que le niveau d'écriture, le niveau de culture, les clins d'œil aussi littéraires sont du même niveau entre l'homme et la femme. Lui, évidemment, on comprend, il était, j'aurais dû le dire d'ailleurs, ce médecin était fils d'avocat au Parlement de Dijon. Donc évidemment, c'était une élite juridique hein, de l'Ancien Régime. Donc il avait été au Collège d'Autun, comme avec un des frères de Napoléon, d'ailleurs, avec Jérôme Bonaparte. Donc voilà, bon, on comprend très bien qu'il ait lu Rousseau, qu'il ait lu Voltaire, etc. Mais elle, il n'y a pas de collège de femmes, il n'y a pas de lycée, évidemment. Il faut attendre la Troisième République, hein, la fin du XIXe siècle. Peut-être des précepteurs, peut-être les parents, etc. Et toute cette lignée, puisqu'on a publié 10 livres sur le XIXe siècle dans cette famille, et en particulier, vous aviez raison de le souligner, les lettres de femmes, ont ce niveau-là. Et presque un siècle après, une de ses descendantes, hein, arrière-petite-fille, oui c'est ça, Gabrielle Rézal, écrit « Moi, mon rêve », parce qu'elle s'intéresse beaucoup à l'éducation de ses enfants et de ses petites-filles surtout, c'est que Polytechnique soit ouvert aux femmes. Parce
que Polytechnique, c'est, à un moment, elle dit, c'est la religion dans cette famille. C'est la religion, donc, de la culture, du savoir et de l'excellence scolaire. Alors, c'est un milieu très particulier, bien sûr. Milieu de la bourgeoisie républicaine des talents, en quelque sorte. Voilà, et des juristes. Donc, voilà, ces écrits de fort privé qui m'ont permis, en fait, d'exhumer tout un monde, un peu comme la petite Madeleine de Proust. Vous avez étudié, et votre propos le montre parfaitement, les élites administratives, politiques et judiciaires françaises depuis la Révolution. Aujourd'hui, alors que domine la logique de la performance, la logique du quantitatif, de l'évaluation, quelle réflexion vous inspire dans les grandes démocraties le déficit de légitimité, la défiance que connaissent aujourd'hui les gouvernements, les élus? Vous avez coécrit avec Pascal Horry en avril dernier une tribune au Monde sur la suppression de l'ENA. Et vous y précisez qu'il faudra juger sur acte une telle transformation et ne pas oublier les apports de l'ENA. Vous soulignez également qu'on retrouvait déjà au sein de la résistance une volonté d'élargir le recrutement et l'apprentissage des cadres de la République. Alors est-ce que le remplacement de l'ENA par un institut du service public, est-ce que le développement des classes prépa talents du service public s'inscrivent dans une réelle volonté de démocratisation sociale et territoriale dans la formation des élites aujourd'hui? Là aussi, vaste question. Non, on en parlait déjà tout à l'heure, effectivement, par rapport à Polytechnique. Polytechnique, alors même, c'est l'école des ponts et chaussées, en fait, qui existait depuis le milieu du 18e, donc qui est le prototype, en fait, du système français, ce dualisme avec ses qualités et ses défauts, entre les grandes écoles et l'université. Où effectivement, au nom du mérite, au nom du concours aussi, qui est une sorte de culte en France, donc d'une méritocratie qui est devenue républicaine sur le tard, mais effectivement, la Révolution a créé Polytechnique, a créé aussi l'École normale supérieure, et puis, vous l'avez rappelé, après la Seconde Guerre mondiale, on a créé l'ENA. Alors, je vais vraiment répondre à votre question. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la vraie intention du gouvernement en transformant, ils ont dit supprimer, ce qui est un peu absurde, puisque ça sera dans le même bâtiment à Strasbourg et il faudra bien former des élites administratives. Bon. En 1815, à la Restauration, Louis XVIII, qui était loin d'être un imbécile et qui était un modéré, qui n'était pas un ultra-royaliste, plus royaliste que le roi, comme on disait à l'époque, les gens qui voulaient prendre leur revanche sur 25 ans d'erreur, sur la Révolution et sur l'Empire, Louis XVIII disait « on n'a pas d'élite de rechange en France ». Donc on est bien obligé de former les élites et c'est difficile d'en changer complètement. Bon. Aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les intentions. Alors, vous avez évoqué, et je vous en remercie, les prépas talents. C'est vrai qu'on va en ouvrir ici, à Orléans, pour aider les étudiants défavorisés, les étudiants boursiers qui ont un déficit culturel souvent, puisque leur famille ne leur a pas transmis les codes pour comprendre, pour s'orienter, pour comprendre le système scolaire, pour comprendre aussi ce qui est implicite souvent dans les relations sociales. Jean Zay disait, vous vous rappeliez tout à l'heure, je suis le président du cercle Jean Zay, j'aime beaucoup Jean Zay, qui a fait d'ailleurs un projet d'école nationale d'administration en 1939, qui a été bloqué par le Sénat et par les réseaux de lobbying de Sciences Po. Jean Zay disait, on n'a jamais vu un fils du peuple devenir ambassadeur. C'était ça en fait. Parce que si on supprime l'ENA, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Eh bien c'est simple. C'était Sciences Po auparavant. Entre 1872, donc les lendemains de la guerre franco-prussienne, qui ont traumatisé les élites en France, puisqu'on avait perdu contre les Prussiens, plus moderne au niveau de l'armée, mais surtout au niveau de l'instruction. On disait à l'époque, juste après 1870, c'est la victoire de l'instituteur prussien. Parce que la Prusse était totalement alphabétisée, ce qui n'était pas le cas de la France. D'où les réformes Jules Ferry, etc. Donc on crée Sciences Po pour moderniser la formation des élites, mais Sciences Po, c'est l'école des fils à papa. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y a pas de concours d'entrée, et c'est la grande bourgeoisie, essentiellement d'ailleurs parisienne, qui inscrit ses fils, pas ses filles, pas encore, à Sciences Po. Et jusqu'en 1939, il y avait à la fois un monopole de Sciences Po pour la formation des élites administratives et politiques et une sorte de dispersion des concours. C'est-à-dire, il y avait le concours du Quai d'Orsay, le concours de l'inspection des finances, le concours de la Cour des comptes, le concours du Conseil d'État, etc. Et donc, ce qu'a apporté l'ENA, et ce que voulait Jean Zay, mais avant lui, il y a eu quelques études là-dessus, et puis moi j'aime beaucoup cette histoire, il y a eu des projets d'école nationale d'administration tout au long du 19e siècle, mais qui ont été bloqués par,
les lobbies intéressés au maintien du statu quo, hein, comme toujours. Alors, les forces conservatrices, hein. Stendhal, que j'adore, a mis en place, a mis sur pied un projet d'école d'administration. Macarel, l'un des pères du droit administratif français, on va bientôt d'ailleurs avec mes collègues Florent Blanco et Fouad Edezi, à la fin de l'année, on fera un colloque pour rendre hommage à Louis-Antoine Macarel. Macarel, fondateur du droit administratif avec Cormenin, les deux Orléanais, et oui, a fait un projet à destination d'ailleurs de l'Égypte, hein, c'était une sorte de commande, d'école nationale d'administration, qu'il a ensuite voulu transcrire en France et qui a été mis en place en 1848 de manière très éphémère avec la Seconde République. Et puis Jean Zay, hein, vous en avez parlé, Jean Zay qui avait une conception très moderne et très globale, très cohérente de justement de la démocratisation de l'enseignement et de la culture. On l'oublie souvent, mais il était ministre de l'Éducation nationale, et non plus de l'instruction publique, éduquer la nation, éduquer le peuple, et des beaux-arts. Parce que pour lui, la culture était inséparable de l'éducation. D'ailleurs, ça a fait rêver certains de ses successeurs, puisque Jack Lang, hein, sous le deuxième septennat de François Mitterrand, avait demandé en vain à François Mitterrand de le nommer, de le maintenir à la culture, mais en lui adjoignant l'éducation, de faire un très grand ministère de l'intelligence, avec l'éducation, la culture et la recherche. Bon, beau projet, mais qui n'a jamais vu le jour. Et effectivement, j'en termine sur l'ENA, avec Michel Debré à la Libération, mais Michel Debré connaissait très bien le projet Jean Zay, puisqu'il était, il était en 1939 conseiller très jeune auditeur au Conseil d'État, et il avait participé au comité qui avait tenté de mettre en place la réforme Jean Zay, et Debré y arrive, avec le soutien du général de Gaulle à la Libération, et c'est un grand progrès. On critique l'ENA, à juste titre, pour ses lacunes en matière de démocratisation. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un fils d'agriculteur ou fille, et il n'y a pas un fils d'ouvrier à l'ENA. Mais ailleurs, dans les autres élites financières, économiques, à HEC, etc., c'est bien pire. Hein. Donc l'ENA a réussi, en tout cas, dans un premier temps, cette démocratisation. Moins aujourd'hui, mais on aurait pu réformer au lieu de supprimer. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier que beaucoup de pays, à travers le monde, nous envient la qualité des élites administratives et politiques formées par l'ENA. On a formé aussi beaucoup de jeunes étrangers, hein, africains en particulier, avec quand même un niveau remarquable, un niveau aussi, il faut bien le dire, parce que souvent la classe politique aujourd'hui est très critiquée, un niveau de corruption, par exemple, des élites très faible. C'est quand même important. Hein, il y a des pays aujourd'hui, on le sait bien, qui sont pillés par leurs élites, hein, et pas forcément uniquement dans des continents éloignés. Donc il y a eu une réussite. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne fallait pas réformer, mais aujourd'hui, c'est vrai que cette suspicion et c'est pour ça que j'ai voulu réagir avec Pascal Horry. J'ai fait aussi une tribune individuelle sur la volonté de supprimer le corps préfectoral, que je trouve vraiment idée extrêmement dangereuse. Voilà. Livrer cela, puisque j'y vois quand même cette intention, aux Gilets jaunes, par démagogie, pour dire, bah, regardez, les hauts fonctionnaires, on est d'accord avec vous, finalement ils profitent du système, etc. C'est extrêmement dangereux. Hein. C'est vraiment de la démagogie, et surtout, comme le président de la République actuelle sont ses deux premiers ministres successifs, quand on sort de l'école nationale d'administration, cracher dans la soupe, c'est pas très délicat. On peut réformer, on peut moderniser. C'est ce qu'a fait d'ailleurs l'actuel directeur de l'ENA, hein, Patrick Gérard, qui est un ancien collègue de l'Université d'Orléans et de la faculté de droit, hein, puisqu'il était jeune professeur agrégé de droit public ici il y a une trentaine d'années. Il a beaucoup réformé. On peut effectivement tout faire, comme pour l'École nationale de la magistrature, pour qu'il y ait plus de boursiers, plus d'enfants, d'ouvriers, d'employés, etc. Oui, il faut une diversité, mais ce n'est pas une raison pour supprimer, pour casser ce qui fonctionne relativement bien. Vous, dont les thématiques de recherche sont à la croisée du droit, de l'histoire, de la politique, pensez-vous qu'il conviendrait de dépasser l'enseignement disciplinaire au profit d'une conception pluridisciplinaire du droit ?
là aussi plusieurs questions et toutes passionnantes. Alors la première, je vais aller très vite, hein, mais peut-être par une pirouette, vous me connaissez. Quand j'ai été élu doyen, dans des circonstances un petit peu dramatiques, hein, puisque, comme vous le savez, mon prédécesseur, Jem Ertur, qui avait une personnalité très attachante, hein, est décédé d'un cancer foudroyant. Donc je n'avais pas du tout programmé, hein, cette fonction ni cette candidature. Je suis revenu chez moi, assez content d'avoir été élu, bien sûr, et mes enfants m'ont dit « Ah bon, t'es doyen maintenant, donc ça veut dire que t'es le plus vieux ». Bon, alors c'est vrai que c'est souvent l'image, hein. Encore récemment, on m'a dit ça, le doyen, voilà, c'est un petit côté Jeanne Calment qui est sympathique, bon, surtout quand on a des cheveux blancs. Plus sérieusement, c'est une fonction de directeur, tout simplement, hein. C'est ce qu'on dit, sauf en fac de droit et en fac de médecine, où on est sûrement plus conservateur. On a oublié que la loi Edgar Faure de 1968 avait supprimé les doyens, et donc il y a même une conférence, hein, des doyens de faculté de droit et de sciences politiques. C'est directeur finalement, hein, de la faculté, avec une fonction donc d'animation, de coordination d'une équipe des canals, avec donc une vice-doyenne, des chargés de mission, hein, sur la formation, le numérique, la vie étudiante, etc. Et puis, donc ce n'est pas une fonction, si vous voulez, hiérarchique par rapport aux collègues. Moi, ce qui m'intéresse, pour le dire peut-être autrement, il y a bien sûr un élément de gestion, mais on est accompagné pour cela, hein, en particulier par toute l'équipe administrative et technique. Hein. Donc il y a une responsable des services administratifs, hein, dans cette sphère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect politique, ça ne vous surprendra pas, et de mener des projets, de mener du changement. Alors, parfois, ça grince un petit peu, et je prends tout à fait ma part de responsabilité là-dessus, c'est normal. Hein. Partout, dans toute collectivité humaine, le changement, c'est difficile. Hein. C'est plus confortable de rester comme avant, ou même d'essayer de revenir en arrière. Moi, il y a des collègues qui me disent « Ah, j'aurais préféré être comme ça, être en 1950, l'université à la papa », comme aurait dit le général de Gaulle. Mais ça ne reviendra jamais. Hein. Moi aussi, je peux regretter, par exemple, que l'État n'assume pas totalement son rôle financièrement, par exemple, ne finance pas de manière pérenne les laboratoires. Bon, donc nous oblige, nous enseignants-chercheurs, à candidater à des projets de recherche, régionaux, nationaux, européens. Sinon, nous sommes très pauvres. On peut le regretter intellectuellement, mais se lamenter, ce n'est pas tellement dans ma mentalité. Et donc, je préfère mener le changement. Alors, vous le savez, il y a plusieurs grands chantiers que j'ai lancés et que je souhaite poursuivre dans les années de mandat que j'aurai peut-être, hein, puisque je suis soumis à réélection cet automne. Et en particulier, un projet immobilier en quelque sorte, hein, mais vraiment un tournant historique pour cette faculté, de retour au cœur du centre-ville d'Orléans, c'est-à-dire où la faculté n'a pas été depuis 1793. Bon, vous savez qu'on est une très vieille faculté de droit, l'une des plus vieilles d'Europe, hein, université depuis 1306, mais il y avait déjà une école de droit à Orléans depuis 1219, donc ça va faire 8 siècles, ce n'est quand même pas rien. Et donc nous rapprocher de tous nos partenaires institutionnels. Orléans est une capitale régionale, est une métropole, et donc il y a effectivement ce rapprochement avec aussi le barreau, un partenaire naturel, avec le notariat, avec les forces économiques. Et puis, ce que j'ai essayé de faire depuis 4 ou 5 ans, avec bien sûr l'ensemble de mes collègues, avec les directeurs de laboratoire, avec les membres de mon équipe, et puis au-delà, et je tiens à saluer en particulier l'action de Fouad Dazi, hein, qui a piloté ce chantier, c'est que ce ne soit pas uniquement un projet immobilier. Et qui n'ait aucun autre sens que de retourner en centre-ville, mais pour faire quoi? Bon. Et donc, l'originalité, le contenu, c'est de créer, l'ambition, c'est de créer la première école de la digitalisation des métiers du droit, de l'économie, de la gestion en France. Il y a bien sûr des formations, hein, il y a des universités de la région parisienne qui nous ressemblent un peu, en ce sens qu'elles ne sont pas loin effectivement de la Sorbonne, mais qu'elles ont besoin pour exister, comme nous, de se situer sur des niches attractives. Je pense à Cergy-Pontoise, je pense à Saint-Quentin, Versailles-Saint-Quentin. Hein. Eh bien, il y a des formations sur les data et sur les liens entre data, économie, data, droit, data et management dans ces universités, mais il n'y a pas une école
globale de la licence jusqu'au master ou au doctorat. Et donc on a commencé à petits pas, on a commencé, vous le savez bien, le plus simple, le plus souple et le plus financièrement neutre, c'est de faire des diplômes d'université, parce qu'on n'a pas besoin de demander l'accréditation de l'État, donc des DU comme on dit. Et puis ça permet voilà, de voir, si ça ne marche pas, tant pis, on le ferme rapidement, et si ça marche, on peut le transformer en licence, en master. Bon. Et puis on a pour idée, et donc ça va ouvrir à la rentrée, de faire, et ça rejoint votre question sur la pluridisciplinarité, d'ouvrir une double licence éco-gestion droit ou droit éco-gestion. On sait que les jeunes aujourd'hui, les néo-bacheliers surtout assez brillants, qui peuvent être tentés sinon par une classe préparatoire ou par les instituts d'études politiques, eux par nature pluridisciplinaires, puisque en IEP, on fait des langues, on fait du droit, on fait de l'histoire, on fait de l'économie et de la sociologie. Bon. Et ça séduit effectivement les jeunes aujourd'hui, plutôt que de s'hyper spécialiser dès les lendemains du baccalauréat. On va proposer cette double licence comme une sorte de vivier sélectionnés, puisqu'il y aura 40 étudiants pour commencer, peut-être qu'on ira au-delà dans quelques années, donc les 3 premières années de licence, pour déboucher sur un master justement pluridisciplinaire, puisant dans les compétences des économistes, des gestionnaires et des juristes, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte avec les directeurs de laboratoire, avec les collègues, que aux différents étages de la faculté, et souvent dans l'ignorance mutuelle, parce qu'on est tous pris par nos activités, eh bien, il y avait des collègues qui travaillaient à peu près sur les mêmes questions, en droit comme en économie, mais sans le savoir et sans féconder mutuellement leurs recherches. Et ce qui montre que ça marche, c'est que non seulement ça séduit effectivement, les formations séduisent les étudiants, les jeunes bacheliers, mais plutôt les projets de recherche qui ont déjà été déposés par ces collègues ont été couronnés de succès. Au niveau régional, au niveau national, et il y a déjà des projets européens qui sont en cours de dépôt. Donc pour répondre très concrètement à votre question, je pense que ces dernières années, dans toutes les facultés de droit, pas uniquement à Orléans bien sûr, on est dans un mouvement général, et ça serait vrai pour d'autres disciplines, je pense à la médecine, on est dans l'hyperspécialisation. Et si on prend la métaphore de la médecine, vous êtes plus un organe aux yeux des hyperspécialistes qu'une personne. Mais il y a des dégâts à cela. J'en parle d'ailleurs avec mon médecin généraliste qui a tout à fait conscience de ça. Il faut d'abord voir la personne derrière le malade et pas uniquement l'organe. En droit, c'est pareil. On perd beaucoup si on est uniquement hyper spécialiste de telle partie, pas simplement du droit civil, enfin vous le savez mieux que moi, mais du droit des affaires de telle chose, ou en histoire du droit de telle période, ou en droit public uniquement de tel type de collectivité. Bien sûr, on est obligé de se spécialiser, mais en tout cas pour la formation, pour la recherche, bien sûr, on est obligé de se spécialiser. Mais pour la formation, les regards croisés, alors là évidemment, mon expérience personnelle m'amène à penser ça, parce que j'ai été d'abord historien, enfin j'ai fait des sciences politiques, je suis historien, et ensuite j'ai fait du droit public. Et ce triple regard, en quelque sorte, m'a beaucoup apporté, parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même approche. Et les 3 sont complémentaires. Et donc, effectivement, quand on voit le succès aujourd'hui des 10 IEP qui existent en France, je pense que les facultés de droit ont tout intérêt à se diversifier, sinon elles déclineront. Aujourd'hui, déjà, on parlait des élites tout à l'heure, on sait que les facultés de droit sont assez marginales dans la formation des élites, y compris, je vous donne un exemple, au Conseil d'État. La plupart aujourd'hui des membres du Conseil d'État, souvent, n'ont pas mis les pieds dans une université, dans une faculté de droit. Ont été formés, classe préparatoire à l'école normale supérieure, ensuite Sciences Po, et ensuite l'ENA. Donc, il contourne la case faculté de droit. Donc, évidemment, c'est embêtant. Il y a un risque très fort de marginalisation. Et puis, pour terminer, en quelque sorte, je pense que les facultés de droit auraient tout à gagner, et c'est ce qui arrive, et c'est ce qui se produit dans beaucoup de métropoles, puisque je parlais de la métropole, mais Orléans est une des 22 métropoles et une des 12 capitales de région. On est une des seules régions, avec la région voisine des Pays de la Loire, à ne pas avoir d'IEP, pas avoir d'institut d'études politiques. Je pense qu'on aurait tout à gagner à avoir cette fécondation mutuelle aussi, parce qu'on le sait bien, j'ai un fils qui a fait Sciences Po récemment à Paris, eh bien, la plupart des étudiants de Sciences Po font un double cursus,
et maintenant de manière extrêmement variée. Ça peut être avec de la philosophie, ça peut être avec de la psychologie, ça peut être avec du droit, de l'économie, de l'histoire. Et ce sont de très bons étudiants qu'on garde. Parce qu'aujourd'hui, on dit ça pourrait être une concurrence s'il y avait, par exemple, un institut d'études politiques à Orléans. Mais de toute façon, ces jeunes bacheliers qui veulent faire Sciences Po, ils partent. Ils vont à Paris, à Rennes, à Aix, etc. On les perd définitivement. Alors que si on avait un IEP à Orléans, en lien avec la faculté de droit, économie, gestion, on les garderait. Et on féconderait et on aurait de très bons éléments dans nos formations en licence, puis on pourrait les mener en master et jusqu'au doctorat. Entièrement d'accord sur effectivement la pertinence d'un enseignement et d'une recherche pluridisciplinaire. Alors, puisque vous évoquiez les jeunes bacheliers, quel message adresser aux jeunes d'aujourd'hui qui s'orientent précisément vers des études de droit ? C'est toujours difficile de s'exprimer et de porter un message à la jeunesse parce qu'on sait bien que les générations sont très différentes et qu'on est très vite. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, les anciens combattants, on parlait tout à l'heure des guerres, et là, il y avait encore des anciens combattants de la Grande Guerre qui défilaient tous les 11 novembre, etc. Même Maurice Genevoix, que j'aime beaucoup aujourd'hui, je trouvais rasant et que leur message ne passait pas du tout à la jeunesse. Donc, bon, moi, je suis évidemment très loin de la jeunesse, même si je la côtoie à travers mes étudiants et à travers sinon mes enfants. Mais le message pour répondre à votre question, ça serait n'hésitez pas à faire ce qui vous plaît. Voilà. Parce que c'est vrai que les circonstances, alors il y a eu la crise sanitaire récemment, il y a la crise économique dont on est tout le temps en crise en fait, hein, puisque depuis 1973, donc voilà, depuis maintenant presque 40 ans, on dit on est en crise, on est en crise. Mais on oublie de dire, et on désespère un peu la jeunesse, que, en tout cas, la jeunesse qui fait des études supérieures, qui arrive soit à faire une licence professionnelle, soit à faire un master, etc., a quand même relativement peu de difficultés à s'insérer. On le sait, il y a de très bons taux d'insertion, en tout cas à la faculté de droit, économie, gestion, et pour côtoyer, vous l'avez dit tout à l'heure, au Conseil économique, social, environnemental, des banquiers, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, etc., le message dans cette région, c'est toujours on manque de main-d'œuvre, on manque de talent, on n'arrive pas à attirer des jeunes. Bon, alors à Orléans ou à Tours, encore dans les métropoles, à peu près, mais très difficilement dans les autres villes, Bourges, Blois, etc., qui sont pourtant agréables et jolies, et encore moins dans des petites villes. Donc, pour les jeunes, je ne dis pas qu'il n'y aura aucun problème d'insertion, mais ne choisissez pas par rapport à ce qu'on vous dit forcément sur l'insertion professionnelle. Pour le dire autrement, choisissez vraiment ce qui vous plaît le plus comme matière, comme thématique, etc. Et vous pourrez toujours ajouter une formation, une deuxième ou une troisième formation professionnelle. Par exemple, on peut très bien faire un master généraliste en droit ou en économie ou à l'IAE et ensuite faire un master spécialisé professionnel en apprentissage, par exemple, qui là, effectivement, débouche directement sur le monde professionnel. Et puis, pour aller un peu dans l'autre sens, on peut très bien aussi, et moi j'en ai presque chaque année, des étudiants qui font un master professionnel et qui se disent « Bon, j'ai été très content de découvrir comment fonctionne une collectivité, etc. Et j'aimerais bien maintenant faire une thèse sur justement ce phénomène. » Moi, pour reprendre un peu notre conversation de tout à l'heure, moi j'aurais adoré qu'il y ait plus d'aller-retour aussi entre la recherche et l'administration active, par exemple. J'ai étudié le corps préfectoral, ça m'aurait beaucoup apporté d'être pendant 3 ans secrétaire général d'une préfecture ou sous-préfet dans un département. Bon, c'est difficile en France, hein. Ça commence à se faire un peu, où je sais que par exemple, beaucoup de collègues en histoire du droit ou en droit public postulent pour être magistrat dans les tribunaux administratifs, ou en droit privé, que vous connaissez très bien, être magistrat judiciaire. Je trouve que c'est très riche de mêler aussi les expériences. Donc pour nos jeunes étudiants, c'est pareil. Essayez de diversifier au maximum les regards, les lectures, etc. Et c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'hyper-spécialisation, l'hyper-professionnalisation. Il y a encore 20 ans, dans les études de droit, il y avait de la philosophie du droit. Il y avait beaucoup d'histoire du droit. Il y avait un peu de sociologie, un peu de sciences politiques, etc. Et en fait, comme peau de chagrin, on a réduit les maquettes ou réorienté vers
justement le cœur en quelque sorte des spécialités de master, en oubliant tout le reste. Comme si pour, je sais pas, être notaire, ne pas connaître l'histoire de la famille, par exemple en Occident, c'était pas grave. Mais si, c'est grave, parce qu'on ne comprend pas les différentes législations. Ou pour le dire plus concrètement encore, pour les non-spécialistes, apprendre par cœur, on a souvent cette image du juriste, apprendre par cœur le code, évidemment c'est absurde, ça ne sert absolument à rien, puisque la plupart des lois, le droit positif, par définition, il évolue, et donc 5, 10 ans après vos études, si vous avez appris par cœur sans essayer de comprendre les mécanismes juridiques, le raisonnement juridique, bah, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Voilà. Donc ça devient très vite de l'histoire en quelque sorte. Hein. Donc faites-vous plaisir, multipliez les formations, faire 2 masters par exemple, alors si ça a du sens pour vous, hein, si c'est complémentaire, ça peut être très bien. Et puis bah, évidemment, intéressez-vous aussi à l'histoire, parce que à l'histoire, aux sciences politiques, c'est ce qui permet de réinterpréter effectivement l'immédiate actualité et le droit positif. Et c'est vrai que moi, on en a parlé tout à l'heure, ma motivation pour poursuivre les recherches sur l'histoire de l'administration, des élites politiques, administratives, judiciaires, les avocats au conseil, les ingénieurs, etc., ben, c'est une sorte de prolongement d'un dialogue. Alors, avec les morts, ça paraît très macabre, mais c'est plutôt pour réparer une connexion, en quelque sorte, une liaison, poursuivre un dialogue avec les gens que j'ai aimés, y compris de manière très intime, avec ma mère, par exemple. Donc, un grand merci à Pierre Halloran pour cette participation, ce partage authentique aux entretiens de l'École de droit d'Orléans, entretiens dont l'un des objectifs est de transmettre la pensée d'universitaire et de diffuser largement l'esprit de l'université, enseigner, faire de la recherche, débattre, éclairer, faire circuler les idées et la connaissance. Merci à vous. Merci.